Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'hypnose et du pouvoir de la pensée à travers les âges. Alors pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'hypnose? Comprendre d'où viennent ces pratiques et comment elles ont évolué, ça peut nous aider à mieux comprendre leur efficacité et leur utilité dans notre vie moderne. L'hypnose, c'est pas seulement une technique récente ou ésotérique, c'est une pratique, enfin c'est pas seulement, c'est pas du tout une technique récente ou mystérieuse, c'est vraiment une pratique qui est ancrée dans l'histoire de l'humanité et qui est pleine d'enseignements et de découvertes. Et donc aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire fascinante et découvrir ensemble comment l'hypnose et le pouvoir de la pensée, c'est la même chose, hein, mais voilà, c'est une autre façon de le dire, comment ça a été utilisé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc voilà, on va voir comment tout ça a évolué, et c'est assez étonnant. Allez, on va commencer notre voyage à travers le temps et l'espace, à la découverte des secrets de l'hypnose et du pouvoir de la pensée, et on va commencer par partir 6000 ans en arrière à peu près, en Mésopotamie, où il y a des manuscrits qui ont révélé les premières traces d'états modifiés de conscience, et de l'importance de la guérison par la parole. Ça, c'est un truc de fou quand même. Ils savaient déjà 6000 ans, il y a 6000 ans en Mésopotamie, que la parole pouvait faire des miracles. Heu, donc voilà, déjà à cette époque-là, ils avaient compris que le pouvoir des mots et de la suggestion, ça pouvait influencer l'esprit et le corps. Et puis ensuite, on va avancer jusqu'à l'Égypte ancienne, environ 3000 ans, avant notre ère, donc c'est pas tellement après, hein. Imaginez-vous dans les majestueux temples égyptiens où les prêtres utilisaient des techniques de transe pour soigner et pour prophétiser. Et ces prêtres, c'était les premiers praticiens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose. Ils guidaient leurs patients dans des temples du sommeil et ces patients étaient mis en état de transe pour recevoir des guérisons divines. Et donc ça nous montre que l'hypnose, loin d'être une invention moderne, n'est-ce pas? Elle est vraiment enracinée dans des traditions qui sont millénaires, des traditions de soins et des traditions de spiritualité, parce que les 2 étaient liés. Hem, Ensuite, on va passer à la Grèce antique, un autre, berceau de la civilisation humaine, et ici, on va parler des mystères d'Éleusis, qui étaient des rituels secrets qui utilisaient la transe et la suggestion pour provoquer des états modifiés de conscience, donc l'hypnose en fait. Et donc les participants vivaient des expériences profondes de transformation personnelle qui étaient souvent décrites comme des voyages intérieurs mystiques. Et en plus, dans les temps d'Asclépios, alors, on entend peut-être plus souvent Esculape, c'est le dieu de la médecine. Les patients, ils venaient chercher des guérisons et ils entraient en état de transe, ils recevaient des visions et des rêves thérapeutiques. Donc ça nous montre que la Grèce antique utilisait déjà des techniques similaires à l'hypnose pour la guérison et la révélation spirituelle. Parce que, pour rappel, l'hypnose, c'est quoi? C'est aller communiquer avec l'inconscient via l'imaginaire. Là, c'était ça. Ils avaient des visions, des rêves thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils faisaient des choses dans l'imaginaire et donc ils se connectaient avec leur inconscient pour le faire bosser. Et ce qui est important aussi, parce qu'on connaît beaucoup Hippocrate pour le sermon d'Hippocrate des médecins, mais Hippocrate, le père de la médecine, il a parlé d'état de transe et de l'importance de la suggestion dans la guérison. Hippocrate, il croyait alors la suggestion, oui, je parle beaucoup de suggestion, c'est comme ça qu'on appelle les phrases qu'on dit à l'inconscient en hypnose. Donc j'ai beaucoup, parlé du terme suggestion, j'ai un petit peu oublié de le définir. Et donc Hippocrate, le père de la médecine, il a parlé de l'importance de la suggestion dans la guérison. Et Hippocrate, il était persuadé que la guérison, c'était une collaboration entre le corps et l'esprit, qu'on commence seulement à reprendre en compte. Je dis ça, je dirais. Et il utilisait des méthodes qui favorisaient cet état de conscience modifié, on va dire, moi je l'appelle élargi en vrai, pour aider ses patients. Enfin, pour, ces lointaines civilisations, on va, tourner un petit peu notre regard vers l'Orient, puisque là, pour l'instant, on n'a pas été encore. Et ben, c'est pareil, l'hypnose et la transe ont aussi une longue histoire. En Inde et en Chine, les techniques de méditation et de transe étaient et sont toujours utilisées pour la guérison et pour l'illumination spirituelle, on va dire, pour ce côté spirituel aussi. Et des pratiques comme le yoga nidra en Inde ou des techniques de méditation taoïste, par exemple, en Chine, mais il y a plein d'autres types de pratiques, hein,
montrent vraiment qu'il y avait une compréhension profonde de la manière dont les états modifiés de conscience peuvent influencer la santé et le bien-être. Et ils maîtrisaient déjà tout ça il y a des millénaires. Et je pense que c'est même les civilisations qui l'ont plus conservé au fil des millénaires, au fil des siècles, où il n'y a pas eu cette absence dont on va parler après. Je pense que les civilisations orientales sont beaucoup plus restées connectées avec cette guérison par la pensée. Bref, toutes ces premières utilisations, donc qui datent de millénaires, de l'hypnose, ben, ça nous montre que vraiment, partout dans le monde, les anciens, ils comprenaient le pouvoir immense du cerveau humain. Et ils utilisaient des techniques de transe pour soigner, pour révéler des vérités cachées, pour transformer la vie des gens. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, on va poursuivre notre petit voyage à travers l'histoire de l'hypnose en allant jusqu'au Moyen Âge et à la Renaissance. À cette époque-là, à ces époques-là, l'hypnose, elle était souvent entourée de mystères et de superstitions. Et là, les techniques de transe et d'hypnose, elles étaient plus fréquemment associées à la magie et surtout à la sorcellerie. Les guérisseurs, les chamans, ils utilisaient des rituels, des cérémonies pour invoquer des états de conscience modifiés pour soigner et pour guider. Donc vous pouvez imaginer là ces guérisseurs qui étaient drapés de grandes robes en train de chanter et de danser autour de feux de camp, en train d'invoquer des esprits pour aider leurs patients. Et ben ces pratiques, euh, bien que à cette époque-là, elles étaient souvent mal comprises et craintes surtout, et réprimées du coup dans la violence. Ça montre quand même que cette quête de l'état modifié de conscience pour la guérison et pour la révélation, c'est vraiment un fil conducteur à travers les âges. C'est-à-dire que à cette période-là, dans notre civilisation occidentale, ça a été réprimé et repoussé. Pour autant, ça a perduré. Il y avait toujours ce petit fil ténu. Il y avait des gens qui continuaient de perpétuer ça. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et puis, au XVIIe et au XVIIIe siècle, bah, l'hypnose commence à se détacher de ces associations mystiques pour entrer dans le domaine scientifique. Et c'est à cette époque-là que Franz Anton Mesmer, parce que Mesmer, c'est pas que le Mesmer qu'on connaît actuellement, hein, le vrai Mesmer, entre guillemets, donc c'était un médecin autrichien. Et lui, il a introduit le concept de magnétisme animal. En fait, lui, il pensait qu'il y avait un fluide magnétique universel qui pouvait être manipulé pour guérir les maladies. Il appelait ça comme ça. Et du coup, il utilisait des aimants et puis des passes magnétiques. Ah, c'est, vous savez, le côté un peu bizarre de l'hypnose qu'on voit dans les films des fois, pour induire des états de transe chez ses patients en pensant que ça rééquilibrait leur fluide magnétique. Donc c'était son interprétation et mine de rien, bah, il arrivait à faire des choses avec ça. Alors ces séances, elles étaient, souvent assez spectaculaires, voire dramatiques, mais elles attiraient beaucoup l'attention et bien que depuis ces théories sur le magnétisme enfin même à l'époque, ces théories sur le magnétisme animal, elles aient été discréditées, Mesmer, il a quand même ouvert la voie à une compréhension plus scientifique de l'hypnose. Et puis maintenant, on va rentrer dans le 19e siècle, une période assez cruciale pour l'évolution de l'hypnose. C'est à cette époque que James Braid, un chirurgien écossais, vous voyez, ça vient d'un peu partout, hein, introduit le terme hypnose. Donc hypnose, ça vient du grec hypnos, qui signifie sommeil, même si c'est pas du sommeil. Euh, mais contrairement à Mesmer, Braid, il se concentre sur les aspects psychologique de l'hypnose plutôt que sur les fluides magnétiques. Et Braid, il découvre que la fixation de l'attention, vous savez, quand on fait fixer un point ou un truc qui tourne, etc., et la suggestion peuvent induire un état hypnotique. Et il commence à étudier l'hypnose de manière systématique et scientifique, en posant vraiment les bases de l'hypnothérapie moderne. Et parallèlement, en France, Jean-Martin Charcot, un neurologue renommé, utilise l'hypnose pour étudier les troubles hystériques à l'hôpital de la Salpêtrière. Et lui, il considère l'hypnose comme un outil pour explorer les mystères du cerveau et des troubles mentaux. Donc super intéressant, beaucoup d'études aussi à ce moment-là à la Salpêtrière par Charcot. Et puis, un autre pionnier de l'hypnose au 19e siècle, dont vous avez forcément entendu parler, c'est Sigmund Freud, le père de la psychanalyse.
Freud, il utilise l'hypnose pour explorer l'inconscient de ses patients, bien qu'il finisse par développer d'autres techniques comme l'association libre, et cetera. Mais ses travaux, ils ont grandement contribué à la compréhension de l'hypnose et de l'inconscient. Alors, on arrive au XXe siècle. On va poursuivre notre voyage dans le temps avec une figure incontournable de l'hypnose moderne, Milton Erickson. Erickson, il est souvent considéré comme le père de l'hypnothérapie moderne. Sa manière vraiment unique et innovante d'utiliser l'hypnose, a vraiment, ben, permis de développer, enfin, ça a vraiment beaucoup influencé toute la pratique contemporaine. En fait, la plupart des hypnoses qu'on pratique maintenant viennent, de cette hypnose, d'Erickson. Donc Erickson, il a développé des techniques d'hypnose indirectes, on va dire, en utilisant des métaphores, des contes thérapeutiques, des suggestions subtiles pour induire l'état hypnotique. Et contrairement aux méthodes plus directes de ses prédécesseurs, lui, Erickson, il croyait vraiment en l'importance de respecter le rythme et les besoins individuels de chaque patient. Donc on commence vraiment à aller vers une science beaucoup plus humaine, on va dire, beaucoup plus personnelle. Et son approche, elle était vraiment centrée sur le patient, pour mettre en avant l'idée que chaque individu possède en lui les ressources nécessaires pour changer. Pour les personnes qui m'ont déjà un peu écouté, je pense que vous reconnaissez du coup effectivement la conception de l'hypnose, actuelle, hein. Le but, c'est vraiment d'aller, chercher dans la personne, les ressources qu'elle a et les solutions qu'elle a, hein. C'est bien l'inconscient de la personne qui détient les solutions. Si vous avez suivi mes challenges, vous savez tout ça. Pour donc permettre, à la personne elle-même de changer. Le thérapeute est juste un guide pour ça. Donc voilà, imaginez un thérapeute qui raconte une histoire apparemment simple et en fait profondément significative pour l'inconscient, et ça va guider le patient vers des découvertes personnelles et des transformations intérieures. Et c'est cette magie subtile et puissante qu'Erickson a vraiment apportée au monde de l'hypnose. Et c'est également à partir de ce moment-là qu'a commencé aussi à se développer l'auto-hypnose, donc le fait d'utiliser soi-même ces outils de l'hypnose. Et puis, depuis l'époque de Milton Erickson, bah, l'hypnose, elle a évolué et il y a divers types d'hypnose qui se sont développés, chacun exploitant les pouvoirs des pensées et du cerveau de différentes manières. Parmi les plus connus, on va trouver l'hypnose classique, hein, qui va reposer plus sur des suggestions directes et simples, qui sont souvent utilisées aussi dans les spectacles d'hypnose. Il y a aussi l'hypnose humaniste qui va aller plutôt sur l'éveil de la conscience et renforcer le lien entre le corps et l'esprit. On a l'hypnose conversationnelle aussi qui utilise des techniques de communication subtiles, on va dire, pour induire des états modifiés ou élargis de conscience sans que la personne s'en rende compte explicitement. C'est juste le fait d'en parler. C'est ce qu'utilisent les publicitaires, les politiques, tout ça. L'hypnose de régression aussi, qui va se concentrer sur, la plongée dans des souvenirs passés pour guérir des traumatismes, voire, des vies antérieures, pour les personnes, suivant les croyances des personnes. La neurohypnose qui est plus récente et qui intègre des connaissances en neurosciences pour optimiser l'efficacité des techniques hypnotiques. Bref, il y a vraiment, plein d'approches différentes et ça montre à quel point l'hypnose, c'est vraiment un domaine riche et varié qui permet d'explorer et de mobiliser les ressources profondes de notre cerveau, qu'on utilise si peu, pour améliorer le bien-être et la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et chacune de ces méthodes, bah, va apporter une perspective différente et unique sur l'utilisation du pouvoir de la pensée. Hem et donc vraiment, on voit cette diversité, cette puissance de l'hypnose dans le monde moderne. Pour ma part, je suis formée en hypnose pluridisciplinaire, donc ça veut dire que ça mélange déjà différents types d'hypnose et puis j'ai aussi suivi des formations sur d'autres sortes d'hypnose encore. Donc ma pratique et ce que j'enseigne sont vraiment devenus une espèce de recette, de mélange, personnel, un petit, milkshake, de tout ce qui marche le mieux, voilà, de tout ce que j'ai pu récupérer des différents types d'hypnose. Et puis, ben, le XXe siècle a vu, l'acceptation croissante, alors encore pas totalement chez nous, hein, mais de l'hypnose dans le domaine, médical et psychologique. Les recherches ont vraiment commencé à démontrer l'efficacité de l'hypnose pour la gestion de la douleur, notamment pour le stress, pour les phobies, pour les addictions et bien d'autres problèmes de santé.
Et il y a des institutions médicales prestigieuses qui ont vraiment intégré l'hypnose dans leur pratique, même si la France est, bien en retard sur le sujet par rapport à d'autres pays. Bref, mais il y a des hôpitaux qui utilisent l'hypnose pour aider les patients à gérer la douleur pendant, des opérations et cetera, ou pour réduire l'anxiété préopératoire. Ça commence à se répandre quand même de plus en plus. Il y a des infirmières qui se forment, j'en ai dans ma formation, donc c'est top. Ça commence vraiment à se répandre de plus en plus dans le milieu médical et puis, bah, les hypnothérapeutes utilisent l'hypnose pour traiter, des troubles comme le stress post-traumatique, les troubles anxieux, les phobies et cetera. Enfin, tous les sujets dont je vous parle régulièrement. La liste est bien longue. Donc vraiment l'hypnose, c'est un outil qui est polyvalent et puissant qui va pénétrer dans les profondeurs de l'inconscient pour apporter des changements durables et bénéfiques. Donc c'est vraiment une clé pour débloquer les capacités de notre cerveau, en fait, pour utiliser les capacités de notre cerveau, qu'on a tous en nous, et qu'on n'utilise pas. Donc ces capacités, notamment ces capacités de guérison. Et puis, ben, on va quand même parler des dernières avancées, qui sont les avancées en neurosciences, hein, qui ont vraiment révolutionné notre compréhension de l'hypnose et du pouvoir de la pensée. Il y a des études récentes qui montrent que l'hypnose peut effectivement modifier le cerveau, hein. Quand je vous explique, régulièrement que quand on fait quelque chose avec l'inconscient, bah, en fait, ce sont des chemins neuronaux qu'on va modifier et c'est vraiment ça, ça a été mesuré. C'est pas, voilà, on fait pas un truc ésotérique et tout. Non, on va modifier les chemins de neurones dans le cerveau. Voilà, c'est pas un truc ésotérique. Et puis, bah, les recherches ont démontré que pendant l'hypnose, il y a certaines zones du cerveau comme l'insula qui deviennent hyperactives. Donc ça prouve que l'hypnose, c'est pas un état de sommeil, hein, même si, son nom vient du mot sommeil, mais plutôt un état de concentration intense et de réceptivité accrue, de connexion avec l'inconscient. Donc c'est pour ça qu'on parle de réceptivité, parce qu'en fait, on se connecte avec l'inconscient et du coup, on va beaucoup plus, être impacté par ce qui se dit. Et les neurosciences montrent aussi que la pensée positive, les techniques d'hypnose peuvent vraiment restructurer le cerveau, hein, comme je le disais, aller modifier les chemins neuronaux, donc améliorer la plasticité neuronale et favoriser du coup le bien-être mental et physique. Voilà, en fait, imaginer, c'est vraiment et l'auto-hypnose, c'est ça, c'est pouvoir se reprogrammer soi-même son cerveau pour mieux gérer le stress, pour surmonter des peurs profondes, atteindre ses objectifs de vie et cetera. C'est ça le potentiel incroyable que l'hypnose et l'auto-hypnose offrent, et qu'on redécouvre alors que, voilà, ça avait été un petit peu, c'était un petit peu passé à la trappe et les anciens connaissaient, vraiment beaucoup ça et je pense qu'on est loin de savoir tout ce qu'ils ont fait avec, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup, d'écrits dessus. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre voyage, on est arrivé au 20e siècle, au 21e siècle même, maintenant avec les neurosciences. J'espère que vous avez aimé cette plongée dans le passé autant que moi. L'un des points les plus importants à retenir, c'est vraiment que les pouvoirs de notre cerveau et leur immense potentiel, ils sont connus depuis des millénaires. Les prêtres égyptiens, en passant par les techniques, sophistiquées de Milton Erickson, l'hypnose a toujours été un outil puissant pour accéder aux profondeurs de notre esprit, même si la médecine «traditionnelle» entre guillemets, l'a un petit peu mise de côté, pendant quelques siècles. Donc voilà, au fil du temps, ces pratiques, elles ont parfois été oubliées, diabolisées, mal comprises et les pouvoirs de l'hypnose et de la pensée, comme c'est pas quelque chose de tangible, de matériel, ils ont été souvent entourés de mystères, de peurs, de superstitions. Pourtant, aujourd'hui, on redécouvre vraiment ces trésors grâce aux avancées de la science moderne, hein, des neurosciences et a un nouvel intérêt pour les pratiques anciennes qu'on redécouvre. Donc notre cerveau est vraiment un outil incroyablement puissant, capable de transformation profonde, de guérison spectaculaire quand on sait comment l'utiliser. Et l'hypnose, loin d'être une simple curiosité ou un spectacle, c'est vraiment une clé pour débloquer ce potentiel immense. Voilà. Imaginez vraiment pouvoir reprogrammer votre cerveau pour mieux gérer tout ce qui vous bloque. C'est vraiment ça que l'hypnose, et l'auto-hypnose peuvent vous offrir. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme C5A, hein, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active.
dans lequel j'enseigne justement toutes les techniques les plus efficaces que j'ai déduites de toutes mes formations de tous les types d'hypnose, pour que vous puissiez vous-même utiliser les pouvoirs de votre cerveau à l'aide des outils les plus puissants pour toutes les problématiques de votre vie. Donc, si vous voulez en savoir plus et surtout avoir tous les outils pour vous libérer du stress de façon profonde et durable, vous pouvez me contacter pour en discuter.